Jacques. Figure-toi, mon cher Bart, que hier, j'ai rencontré ton nom dans la correspondance de Diderot. Évidemment. Il se trouve que Diderot a été portraituré par un certain Van Loo, mais qui s'appelle Michel Van Loo. Chaque musée français qui se respecte a une salle Van Loo, Jacques. Bien. Le drame, c'est que le portrait de Diderot par Van Loo n'a pas beaucoup plu à son portraituré, puisque Diderot se plaint de son portrait. Alors, quand je vois la photo qui est là, et qui... Alors, j'ai cru tout à l'heure que c'était une photo de Bart Van Loo, mais évidemment, ça ne peut pas être une photo de Bart Van Loo, puisque Bart Van Loo est dans la photo lui-même, à moins que la photo ait été prise avec un déclencheur automatique. Il y a quelqu'un qui a à se plaindre là dans cette photo. Je ne comprends pas, alors que nous avons à peu près la même taille, que tu sois si petit et moi si grand. Est-ce que tu peux nous expliquer cette photo? Je m'étais assis sur une bite, Jacques. Mais parfois, c'est un objet qui élève certaines personnes. Pas en Flandre. Pas en Flandre. Il faut venir plus souvent. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer où se situe cette photo quand même? Oui, mais de toute façon, je ne sais pas, cher public, si vous constatez qu'il y a une différence avec ce Jacques et le Jacques là-bas. Quelle est la différence? Il y a une grande différence. Comment? Oui, il a ses lunettes là, mais ce ne sont pas les mêmes lunettes. Oui, il se trouve que la semaine dernière, je me suis assis sur mes lunettes et que j'ai dû en changer. Donc là, c'est la première fois que j'étraîne ces lunettes. Oui. Mais réponds à la question, s'il te plaît, Bart, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps et il ne faut pas ennuyer ces messieurs-dames, s'il te plaît. We zijn hier in Zandvliet, Jacques. Zandvliet is een fantastisch dorp in het noorden van de provincie Antwerpen. Je moet weten, Jacques belt mij op, 's morgens er komt een auto aan. Non, en français, s'il te plaît. En hij zegt, Bart, meekomen. Hij zet mij in een boot. Hij zegt Paris-Roubaix, Anvers, Valenciennes, Tom Bonen, Jacques Jouet. Nous sommes à Valenciennes, s'il te plaît. Valenciennes nous a été piqué, chippé par Louis XIV. À l'époque, on parlait flamand ici. Essaye pour une fois de parler en français, s'il te plaît. Oui. Allez. Bon, on était à Zandvliet. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question parce que tout à coup, c'est vrai, tout à coup, on m'a kidnappé. Une certaine Soukrane, une fée qui est apparue à ma porte, qui m'a pris, qui m'a mis dans son coffre, m'a tout à coup mis dans un bateau. Enfin, c'était une péniche, mais on ne dit jamais péniche ici, on dit bateau. C'est exact. Voilà, j'ai appris des choses. Et voilà, tout à coup, je me réveille. Comment s'appelait cette péniche, ce bateau? Le Manou. Je suis en face d'un certain Jacques Jouet, avec son écharpe Arafat. Ça faisait peur. Et voilà, tout à coup, je me trouve sur une péniche. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai été là? Précise que là, nous sommes à la fin du voyage, quand même. Oui. Non, c'est ce que tu essayais de dire tout à l'heure, je pense. Oui, on est là à la fin. Dans ta langue. Et voilà. Où sommes-nous? Nous sommes à Zandvliet, l'écluse de Zandvliet, qui est une des plus grandes écluses d'Europe. Et c'est là que notre bateau nous a laissés. On peut dire que c'est dans le port d'Anvers. Oui. C'est presque dans le port d'Anvers. Dans le port d'Anvers, tout à fait. Où il y a des marins qui crachent. Il faut quand même dire que mon brushing, il est quand même très, très beau, je trouve. Là. Oui, c'est toute une équipe qui... Il est un peu aidé par le vent du large. Oui, voilà. Oui. Non, mais Jacques, c'était une belle expérience. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous lire des choses que tu as écrites pendant ce voyage? Nous sommes partis de Prouvy. Nous ne sommes pas partis de Valenciennes. Nous sommes partis de Prouvy au petit matin. Oui. Pas tout à fait au petit matin, d'ailleurs, parce qu'il était un peu plus de 10 heures. Et nous nous sommes retrouvés le lendemain soir à Zandvliet. Oui. Bien. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait alors? J'ai été sur le bateau, j'ai regardé, et j'ai écrit, j'ai pris un carnet de notes, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, dans 2 semaines, on va se voir au Phénix de Valenciennes, et tu vas lire quelques textes. Voilà, ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Mais bon, alors, comme j'étais avec Jacques Jouet... J'étais un peu tendu d'ailleurs pendant ce voyage, effectivement. Oui. Beaucoup plus tendu qu'à l'habitude, parce qu'on se connaît un petit peu quand même, on s'est rencontrés, pour tout vous dire, il y a à peu près 4 ou 5 ans, je crois. 4 ans. On s'est rencontrés à la montagne, dans une des grandes montagnes de Flandre qui s'appelle le Mont Noir. Oui. Qui culmine, je crois, à 200 et quelques mètres. Même pas. Et qui bénéficie d'un microclimat. C'est-à-dire que quand il fait très beau en Flandre, ce qui n'est pas rare, au-dessus du Mont Noir, il y a toujours un gros nuage noir
il pleut, il fait de l'orage, et c'est dans ces circonstances que nous nous sommes Oui, rencontrés. il pleuvait. La première image que j'ai de Jacques, c'est Jacques jouait en sandales, il pleuvait, et donc des sacs en plastique autour des sandales. Le grand écrivain qui pataugeait dans la boue et qui était arrivé pour lire des lettres de refus qu'il avait reçues de certains éditeurs. C'était vraiment une entrée en gloire. Très nombreuses, hein, Oui. je tiens à le préciser. Et voilà. Ça, c'est notre rencontre. C'est vrai. Mais bon, donc... Bien. Alors oui, est-ce que tu aurais quelques... peut-être oui. J'ai écrit un poème d'après le modèle qui s'appelle Petite boîte. Une petite boîte, c'est une invention d'un certain Jacques Jouet. Peut-être que ce Jacques Jouet peut rapidement expliquer ce que c'est une petite boîte. Une petite boîte est un poème de 6 vers. C'est bien ça? Tu me corriges si je dis des bêtises. De 6 vers. Le premier vers est un vers de 7 syllabes, le deuxième de 7, le troisième de 8, le quatrième est variable, le cinquième est de 8, le dernier de 7. Et alors, au milieu de la petite boîte, normalement, il y a un mot, un seul mot. Je sais que toi, tu as évidemment modifié la règle pour ton intérêt propre. Et la catégorie grammaticale du mot qui est à l'intérieur de la petite boîte ne doit pas intervenir, ne doit pas être utilisée dans le reste du poème. Donc là, toi, tu as choisi de la facilité, comme d'habitude. C'est-à-dire que tu as mis dans la petite boîte un adjectif et que donc la catégorie adjectif est interdite dans le reste du poème. Évidemment, c'est un peu plus difficile de faire comme ça si on choisit un verbe ou un nom. Voilà. Mais enfin, ton stylo rouge, il est où? C'est un bon début quand même, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Oui. Vas-y. Tu veux quand même que je lise? Oui, de toute façon, je t'interromprai si c'est trop long. Hein. Parce qu'on a décidé que toutes les 10 minutes, on donnait un coup de gong, et si ça tombe au milieu d'une lecture... les 20 minutes, Jacques, non? Oui, mais d'abord 10 minutes, ensuite d'accord, comme tu veux. Bon. Il tamise le soleil, consolide les levées, perturbe l'antenne télé, droits imperturbables, patients, minutes, puis heures, puis siècles, les peupliers font silence. Ils étreignent sans fin l'eau, donnent le cap au bateau, attisent la concentration, droits imperturbables, patients, au désespoir du capitaine, les canons ne soufflent mot. Ils fendent l'air et l'azur, font courir les poissons-chats, criblent de brefs trous le silence, droits imperturbables, patients, ils accélèrent, planent, plongent, puis les cormorans se taisent. Ils sillonnent la rivière, comblent de joie les écluses, tiennent fièrement tête au pont, droits imperturbables, patients, souvent ils attendent l'hermétisme des bateaux. Ils criblent lettres et mots, bouleversent l'alphabet, gênent en son train-train la lectrice, droit, imperturbable, patient, jour après jour, page après page, en silence, Jacques jouait. Je n'ai même pas eu besoin de sonner parce que tu es exactement dans les temps. tu es au bout des 10 minutes. Donc là, ça va être à moi de lire un morceau de roman que je n'ai pas écrit dans le voyage dont il est question ici, mais un voyage antérieur qui lui ressemblait d'ailleurs un petit peu comme deux gouttes d'eau. Et j'ai utilisé dans le roman les choses que j'ai vues pendant ce voyage, parce qu'il faut peut-être préciser quand même que nous étions reçus de façon extrêmement sympathique et somptueuse même. Sur le Manou. Par les patrons de... Moi je dirais plutôt la Manou d'ailleurs. Mais... Non, on m'a expliqué, c'est le Manou parce que c'est le bateau et pas la péniche. On dit le bateau. Ouais, mais un bateau... Mais c'est pas ma langue. Pour moi, un bateau est toujours féminin. C'est comme en anglais. Bon. Comme en anglais? Oui. The boat. Non, oui, c'est très anglais, c'est vrai. On dit toujours she à propos d'un bateau en anglais. She. Bon. Un bateau, c'est l'invention du paysage. Rien que cela. Les jumelles, c'est pour Bernard le Marinier
il les prête volontiers, mais elle ne quitte pas la timonerie. À présent, le poulpe est à l'avant du bateau, bien calé sur ses deux jambes. Ça ne tangue pas et ça ne roule guère. Lui aussi voit le fleuve en enfilade, le fleuve canalisé. Une péniche, c'est l'invention de la perspective. Avant le départ, avant la décision de la retraite, au sens monacal du terme et sans bière d'abbaye, c'est Pedro, le républicain, qui a le mieux parlé, le plus calmement, le plus efficacement. Pedro, le républicain espagnol. Je ne vais pas te dorer la pilule, poulpe. Il y a deux sortes de contemporains. Ceux qui marchent sur un escalier mécanique en fonctionnement et ceux qui s'y fixent comme un poireau dans la terre. Je serais tenté de préférer les premiers, mais parmi ceux-ci, il y en a de deux sortes. Ceux qui marchent pour des putains de mauvaises raisons et ceux pour de bonnes. Il y a deux sortes de péniches, celles qui ne bougent pas et qui ne bougeront plus, et celles qui gagnent la vie de leurs occupants. Tu vois la différence ? Va régler ton spleen sur une péniche du Nord en activité, surtout pas au Club Med, si tu vois ce que je veux dire. Pedro veut bien te conseiller une péniche, mais une péniche qui marche. Là-bas, c'est les canaux qui arrosent la mandragore. Toi, tu ne craindras rien. Ta copine a son amourette, laisse-la faire. Vous aviez toujours dit que c'était dans l'ordre. Ça dure pas, quelle importance. Tu sais pertinemment que c'est pas pareil. Tu vas pas bien, c'est une affaire entendue, nous inflige pas ta peine, et ni à elle. Et si tu pouvais dans la foulée, ne va pas te l'infliger à toi-même. Va voir du pays. Gabriel a sur le dos sa parka fatiguée des ans et des ânes avec ses poches généreuses, une bouteille à droite, à gauche, le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. On a tout ce qu'il faut avec la parka pleine. Que demande le peuple? Que demande le poulpe? Il n'y a pas d'autre besoin sinon chasser la pensée de Chéril qui a tendance à entrer sans frapper avec sa cambrure et la cuisse provocante. Le poulpe serre les dents. Quand les poulpes auront des dents, ils iront chercher les moutons de Pressalé en leur lançant un tentacule par-dessus la falaise. Glop! Avance la tête, figure de proue. Quand les proues auront des dents, c'est peut-être ça les brise-glaces. Alcool ou pas, le poulpe n'a pas peur du coq à l'âne, ça détend. Le poulpe a mis de la musique autour de ses oreilles, un casque qu'il a trouvé dans sa carrée d'avant. C'est du Stockhausen et du Penderecki, une musique qu'il fait gerber, qu'il déteste. Il choisit la musique la plus hostile à ses habitudes, la plus impossible dont il puisse rêver. Par quel miracle y a-t-il se céder dans cette armoire qui est une exception parmi ses voisins, Zappa, The Cure et Nougaro? Il en a plein la tête, aller au bout de son pire et désormais dans ses habitudes. Pour combien de temps? Réfléchissons, on ne peut pas avoir perdu son père et sa mère dans une collision de péniche, dans un naufrage peut-être, ou dans un incendie, enfermés comme des rats dans l'appartement souterrain. Non, le domicile qui est sous le pont. Et si jamais cette perte était accomplie, comment se maintiendrait-elle dans la mémoire? Tout est une question de point de vue. Et justement, si la lectrice veut bien sortir de chez elle et se déplacer sur la passerelle Notre-Dame qui enjambe l'Escaut à Tournai, Belgique, elle voit arriver la République, car c'est le nom de la péniche. En figure de proue, un homme lucide, un peu moins que d'habitude. De loin, il est impec, il impressionne par la rectitude de sa position, il est assis sur un bordage. Plus l'image se rapproche et moins il est brillant. Ce qui se voit à présent comme les yeux au milieu de la figure, c'est son effort pour tenir debout, sa crispation, le regard sombre, les paupières qui battent et l'œil pas très frais. Voilà. Elle est passée, la République. Un pont n'est pas un obstacle quand ce n'est pas un pont de bateau, mais un bel enjambement d'ingénieurs. Il ne s'est rien passé. On va, on vient et on revient, on repassera par là, le monde est paisible. À l'autre extrémité de la péniche, là où sont la voiture et la grue qui permet de la soulever jusqu'à la berge et retour, c'est la timonerie, habitation dessous et machine pas loin. Pour s'y rendre et en revenir, le poulpe fait connaissance avec le plat-bord. Normalement, il devrait s'en jouer et marcher droit sans céder de la main. Attention aux cordes et aux bites. Il n'est pas très fier de sa prestation du jour. Il pense au tireur d'élite qui ne fait mouche que s'il est ivre-mort. C'est un lieu commun auquel il a du mal à croire. Peut-être cette capacité relève-t-elle d'un au-delà de l'alcoolisme, une sorte de saut qualitatif, le génie du lendemain de cuite quand on a bien rallumé le sapin, comme on dit à Genève. Est-ce qu'au bout de 3 semaines, ça se sera amélioré? Bernard a donné les règles souples. Tu viens quand tu veux dans la timonerie.
Tu descends quand tu veux dans la maison. Tu es chez toi. Ici, c'est le plus beau métier du monde. Quand tu veux, tu restes là-bas dans tes appartements. Tu es notre invité. Tu peux ranger tes bifetons, ça ne nous intéresse pas. Tu connais Pedro et Pedro te connaît. C'est assez. Pedro, on le connaît depuis longtemps. C'est lui qui nous a donné la devise, la République. Tu es le bienvenu. Ça nous fait de la compagnie. C'est un peu comme si tu étais là. Tu as l'air d'être un type, tout ce qu'il y a de vivable. Simplement, essaie de ne pas tomber à l'eau. Bien sûr, on ira te chercher sans faute, mais si c'est dans une écluse, tu risques d'avoir les côtes défoncées entre le mur et le bateau. On ne fait pas tous les jours des crêpes. Et vous avez pu constater quand Jacques jouait, quand il pense à un lecteur, que c'est une lectrice. Toujours, mais ça c'est pour des raisons statistiques. C'est que j'ai mis lectrice aussi dans. Oui, là, j'ai rencontré. Le féminin doit l'emporter sur le masculin dans le domaine de la lecture. En tout cas, de la lecture des romans, de la poésie. Et peut-être rapidement, tu as lu un fragment d'un poulpe. Et tu as écrit ce poulpe, ça s'est passé comment exactement ? Le poulpe est vous savez tous ça peut-être, une série de romans noirs qui a été inaugurée par Jean-Bernard Pouy, qui a rôdé dans les parages dans les années précédentes. Et l'originalité de cette affaire, c'est que chacun des titres de la série du poulpe doit être écrite par un auteur différent. Et ce titre ? Alors, le titre, on doit reconnaître quelque chose dans le titre. Quand on écrit un poulpe, on a une sorte de cahier des charges qu'on appelle la Bible du poulpe, pas la Bible, non, la Bible du poulpe. Et donc, quand vous êtes pressenti pour écrire un poulpe, vous recevez la Bible, et c'est 4, 5, 6 pages de choses, d'éléments à respecter, de personnages qui doivent se retrouver, de réutilisation de personnages existants. Et puis, vous rajoutez vos propres personnages et le propre domaine où vous avez envie que le poulpe, le personnage central, intervienne. Et puis, le titre doit... Voilà. On peut faire peut-être le test avec le public. Est-ce que vous reconnaissez le titre de mon livre, c'est « Cri de Méchal dimanche ». Alors, « Cri de Méchal dimanche », ça doit... oui. Ça fait sonner une cloche ? Ah voilà, Cri Méchal dimanche, voilà. Voilà. Alors, Jean-Bernard Pouy, qui lui s'est autorisé d'écrire 2 poulpes, ce qui est tout à fait exceptionnel, mais il peut se le permettre puisqu'il est à l'origine de l'affaire, avait composé sur le même territoire de l'Escaut, il y a 2 ans de cela, 5 bières de Rome, que je vous évidemment recommande de lire après le mien. Voilà pour le voyage. Est-ce que... Ton impression du voyage, Bart ? Moi, c'était le 5e voyage en bateau sur l'Escaut que je faisais. C'est quelque chose qu'on fait... Je ne sais pas, on peut faire... Je crois que personne n'a jamais fait un voyage en péniche pendant 2 jours sur l'Escaut, sur un canal. C'est une aventure. J'ai vu mon pays de l'eau, ce que j'ai jamais fait. On allait vers chez toi, en plus, que tu habites en Anvers. Oui, on a monté l'Escaut pour aller à Anvers. Oui, mais en même temps, on descend l'Escaut, puisqu'on part comme on va de l'amont vers l'aval. Oui, mais pour moi, sur la carte, on monte. On est un bateau avalant, donc on ne peut pas dire qu'on monte l'Escaut. Enfin, si on va à Anvers, on monte toujours je regrette, ça n'est pas possible. vers la flèche d'Anvers. On descend vers Anvers. On monte. Oui, mais... On monte, enfin, c'est pas ma langue. Écoute, je suis désolé de t'interrompre, mais de toute façon, nous sommes au bout des 20 premières minutes et nous allons donc inviter les deux lecteurs suivants. D'accord. Ok. Et justement, tu as terminé la première séquence de notre joute en disant ce n'est pas ma langue. Oui, j'aime cette excuse. Une heureuse coïncidence où nous avions décidé, après avoir parlé un peu du voyage, de parler des langues. Alors, je voudrais d'abord te raconter une petite histoire, si tu permets. Tu veux bien ? Oui, j'écoute. Bon. Il y a quelques années, c'était exactement en l'an 2000, j'ai été invité à participer à un voyage qui était un voyage d'écrivain
ce voyage d'écrivain partait de Lisbonne et normalement aboutissait à Berlin. Quand je dis normalement, c'est pas normalement, c'est ce qui s'est passé. C'était pas un bateau, cette fois c'était un train. Dans ce train, nous étions à peu près 100, je crois que nous étions 104 écrivains. Et ces 104 écrivains venaient tous d'un pays de la grande Europe. Non pas l'Europe à l'époque, c'était pas 27, je crois que c'était un peu moins. Enfin, c'était pas l'Europe des riches, c'était vraiment l'Europe complète. Il y avait, je crois, une cinquantaine de pays représentés. Et alors, l'originalité de l'affaire, c'est que dans ce train, il y avait une cinquantaine de langues qui étaient parlées, à peu près. Et au cours de ce voyage, j'ai décidé d'écrire une série de poèmes en demandant à mes confrères de me donner 3 mots de leur langue et à charge pour moi d'écrire un poème en langue française mais qui accueillait des mots d'une autre langue. Donc j'ai fait comme ça des poèmes avec des mots russes, des mots turcs, des mots portugais, des mots... Et je voudrais te lire Barthes, parce que moi je suis malheureusement un horrible monolingue. Alors quand je suis avec un bilingue comme toi, je me fais tout petit, contrairement à ce qui se passe dans la photo. Mais tu parles très bien l'anglais. Tu connais très bien le sexe des mots. Non. Par contre, le néerlandais, oui, je parle assez bien le néerlandais parce que je voudrais lire le poème qui accueille un certain nombre de mots néerlandais que j'avais demandé à Camille Van Hol, qui était dans le train. Il était de la sélection belge. Et Camille qui malheureusement est mort depuis, Camille m'avait proposé 3 mots. Ces 3 mots sont les suivants. Tu vas me dire si je les prononce à peu près correctement. Bedremmelt. Très bien, Jacques. Qui veut dire hésitant, ayant peur de franchir un seuil. C'est vraiment dans le mot. Hein. Vous pensez à ça tout de suite. Hein. Bedremmelt. Le mot suivant qu'il me propose était le mot merschuim. Ah, Jacques. Meer schuim. Non, mais c'est fait. Schuim. Merschuim. Bart m'a dit tout à l'heure que c'était le son le plus difficile à prononcer en néerlandais pour quelqu'un qui ne parle pas néerlandais. S'il y a un Wallon qui fait semblant de parler très bien néerlandais, on lui demande de prononcer le mot meerschuim. Il en fait normalement meerschuim. Donc là, le ske, il a déjà disparu de la bouche de Jacques. Félicitations. Mais c'est schuim à la fin. Je ferai ce que je pourrais. Hein. D'accord. Et le 3e mot qu'il m'a proposé, c'est le mot reu. Alors là, je suis très content parce que tu m'as dit que tu n'en connaissais pas l'existence. Alors ça... Non, c'est un mot, mais vraiment... Qui veut dire transpiration d'angoisse d'un mourant ou d'une chienne en chaleur. Bah écoute... Alors, je veux dire que les 3 mots de Camille Van Hol étaient... Je ne connaissais pas. Certains... J'avais un ami albanais qui m'avait donné... il m'avait donné amour, je sais plus, amour, papillon, et voilà, des choses comme ça, très simples. Alors que là, c'était des mots compliqués. Donc, je vais te lire le poème, si tu permets. Et je participe un peu, hein, Jacques ? Tu participes, si tu veux. Oui. Un pied en l'air, je suis bedremmelt. Cet escalier est-il en merschuim ou en mousse de bain? La rue me gagne. De beurre ou de merschuim, l'escalier, je reste bedremmelt. Je veux dire solide merschuim, comme on fait les pipes. La rue, elle, n'est pas du tout bedremmelt. Dans les pores de la peau, réeux de mort ou de rut, de la merschuim, avant pétrification, réeux, qui trahit le sapiens bedremmelt. Si l'escalier est bien en merschuim, dur, et non en sable, bedremmelt, je ne suis plus, j'essuie ma réeux. Très très beau poème. Surtout les fins de vers. C'est bien mon avis. Alors évidemment, si le poème devait être traduit en néerlandais, il faudrait donner les mots en français au bout des vers. Oui. Ce qui avait été fait pour un des poèmes faits avec des mots turcs. Un poète avait fait la traduction comme ça. C'était bien. Alors peut-être
Je crois que tu avais toi-même Oui. une sorte de revendication de la langue. Évidemment, enfin pour moi, je suis néerlandophone, comme vous avez déjà sans doute constaté, mais le français, c'est ma langue d'adoption. Vas-y, c'est à toi. Ah J'avais ouais. oublié de sonner Ah d'accord, oui. à 30. Oui. Et, mais j'écris en néerlandais. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour cette soirée, le texte que je vais lire a été traduit en français par ma copine qui est en train d'apprendre le néerlandais, parce qu'il y a des Français qui apprennent le néerlandais dans le Nord. Il n'y a pas beaucoup. Hein, mais on les apprécie. Et c'est intéressant, ce mouvement de traduction. Donc si ta traductrice est à côté de... C'est très intéressant parce que je traduis rudement le texte et puis elle va peaufiner et puis elle arrive avec le résultat et tu vas te dire, tiens, c'est mal trouvé et tu vas changer ton texte de base. Et ça c'est très intéressant parce que le traducteur, c'est au meilleur lecteur. Il retourne chaque phrase, il regarde chaque lettre ou L, et ça c'est très intéressant. Finalement, pour rédacteur d'un texte, même des textes qui sont publiés chez POL, ce serait génial s'il y avait quelqu'un à côté de toi qui les traduisait tout de suite en anglais, et toi qui parles très bien l'anglais, comme on a pu constater, tu pourrais après adapter à gauche et à droite, peaufiner ton texte. C'est un mouvement très intéressant. Mais ça m'est arrivé une fois, mais je raconterai ça après, peut-être. D'accord. Hein, bon. C'était l'espagnol, avec l'espagnol, c'était pas avec l'anglais. Mais... C'est un texte qui parle toujours de notre voyage sur l'ESCO. Et voilà, au début, c'est 6 parties. Et la première et la dernière partie, j'y ai filé des mots français qui sont dérivés du néerlandais, parce que, et oui, dans votre vocabulaire, il y a pas mal de mots qui viennent du néerlandais. Cette grande langue du Nord. Alors ça, c'est un scoop. Voilà. En avant. Je suis sûr que ma sieste sera bonne car je compte à tribord du Manou les arbres droits, imperturbables, patients. 1, 2, 3, 4, 5. Sont ceux des êtres 6, 7, 8, non, impossible. 9, 10, 11, des bouées presque centenaires sur la terre ferme. 12, 13, 14, 15. Je hais les arbres, crie le capitaine. Je ne peux plus suivre mon programme télé. 16, 17, 18, 19. Les images restent accrochées dans la ramure. 20, 21, 22, 23. Mais regardez-nous alors, chuchotent les arbres au-dessus de l'eau. 24, 25, 26, 27. Un yacht passe à plein moteur, voile affalée. Pardon, excuse-moi, je dormais. Voile affalée, le beaupré brandi comme une lance. 28, 29, 30, 31, 31 et demi. Tout à coup, un bébé arbre. Tonnerre de Brest, foudre de Valenciennes. 32, 33. Dans cette trouée apparaissent les champs de houblon et d'aucuns hument déjà la bière. Bière, c'est bizarre ça. 34. 34, 35. Où est-ce notre Malte flamand en route vers le Mozambique? 36, 37. Ce n'est pas un cadavre qui flotte, mais un mannequin nu. 38, 39. C'est quoi ces arbres, bon Dieu? 40, 41. Des érables peut-être? 42, 43. Ce ne sont pas des platanes en tout cas, dit Jacques. Merci. Là, on avance vraiment. 44, 45. Ce sont un cri de la berge, un homme, tronçonneuse à la main, 46, 47, le pied sur un arbre abattu comme un chasseur sur un léopard, 48, 49. Ce sont des peupliers, dit le bûcheron, qui, l'œil espiègle, brise cette chaîne monumentale. Eulenspiegel, c'est ça. Hein. Oui, espiègle, ça vient de Eulenspiegel. Eulenspiegel. C'est joli, hein? Je me rappelle au confluent de la Scarpe et de l'Escaut que Saint-Amand partit d'ici pour conquérir la Flandre, non par l'épée, mais par la croix. Et que, de ce qui serait bientôt Saint-Amand-les-Eaux, naissait et se ramifiait un lido bénite,
charriant, chassant les anciennes divinités dans les recoins perdus et offrant, quelques milliards de litres plus loin, un village flamand au sein catholique, Sint-Amants, où Émile Verhaeren repose sur la berge de son escaut chéri. Comment on dit l'escaut en irlandais? Schelde. Tu peux me répéter? Schelde. Non, pas Schilde, ça c'est un village. Schelde. Schelde. Très bien, Jacques. Je vois que le cormoran est fasciné par le trait d'écume blanche que nous tirons, tels des paysans de Millet. On dit Millet? Millet. Oui, tels des paysans de Millet dans ce paysage aquatique entre Antoin et Tournai. Il se jette vers nous, à droite de la ligne blanche, dans le respect du code de l'ESCO. Semble nous dépasser, avec un clin d'œil pour ces pauvres cons à la poupe. Hop, il plonge et disparaît. Non, Jacques, il ne s'est pas noyé. Hop, un poisson scintille au soleil, cerclé d'un bec. Il frétille, échappe au cormoran qui de nouveau semble se jeter sur nous, menaçant comme un petit nuage de tonnerre en quête d'un endroit ensoleillé. Le bateau déjà derrière lui, le bec dans l'eau, mais le poisson cette fois-ci ne s'échappera pas. Je remarque qu'entre Tournai et Oudenaarde, Doornik et Oudenaarde, je remarque que le capitaine salue de la main Marguerite, Edwin, Juntos, Ganzenstad, Bolero, Hardingsveld, Variatie, Leendert, Icaria, Jacob van Artevelde, Roeland, Istar, et tous lui répondent, tous sauf le géant des mers, POL Stream, qui, sur l'escaut occidental, patiemment, imperturbablement, sans détour, emporte les invendus de Jacques Jouet à l'autre bout de la planète. Je constate qu'à l'écluse de Zandvliet, le ballet des conteneurs a été répété avec précision, que Hapag-Lloyd, Langship et Maersk savent par cœur les pas de danse de chacun et qu'ils glissent comme les grains d'un chapelet à travers les longs doigts des grues qui forment comme une procession devant les basiliques de Silo. Je parie, assis dans la cambuse de notre bateau, que le capitaine veut s'amarrer au Steen, que les matelots français veulent draguer des filles flamandes à la kermesse sur les boulevards. Qu'un peu plus loin, une jeune brunette chantonne du Brel et voit dans son reflet, dans l'escaut, Frida la blonde, et que les rêves de cathédrale des grands Jacques culminent quand Anvers à l'horizon émerge à bâbord comme un cormoran qui a vu la lumière. Donc tribord et bâbord sont... C'est génial. Ce qui est très beau, c'est le mot draguer, que la drague, qui est quand même un verbe par excellence français, que ça vient du néerlandais. C'est incroyable. Ce drague, c'était le filet que les Flamands au Moyen-Âge utilisaient pour pêcher le poisson. Donc quand vous allez draguer, vous le faites sans le savoir avec un filet flamand du Moyen-Âge. C'est beau, hein? Oui, c'est pas mal, effectivement. Et alors, oui, je voulais te dire à propos de ce que tu disais tout à l'heure sur la traduction. Ce qui m'est arrivé l'année dernière, une situation de traduction assez étrange. J'étais invité en Colombie, à Medellín, pour écrire un morceau de roman feuilleton que je fais en public. C'est-à-dire que je m'installe dans un lieu public pendant 8 heures, en général, une journée. Et à chaque heure, je dois fournir un épisode de roman feuilleton. Bien. Ça, je fais ça avec mon ordinateur. Et mon écran d'ordinateur est reproduit en grand format derrière, de façon à ce que le public puisse suivre le travail en train de se faire. Ça, c'est une situation qui m'intéresse beaucoup, qui est assez... T'es pas stressé un peu à ce moment? Assez tendue. Oui. Stressé, non. Il faut être un petit peu concentré pour le faire. Il faut avoir une certaine confiance dans... Simenon faisait pareil. Il a fait une fois la même chose. Oh, malheureux, mais non. Simenon, on l'avait mis dans une cage. Il ne pouvait sortir qu'après la fin de son roman. Il ne l'a jamais fait. Ah bon? C'est une belle histoire, alors. Oui. En fait, Simenon... Alors, tu veux que je parle de ça aussi, parce que ça m'oblige à interrompre. Non, continue, Jacques, c'est plus intéressant ce que tu dis. Simenon n'a pas fait ça, contrairement à la légende.
Qu'est-ce que je racontais ? Medellin. Oui, donc, alors, les gens de Medellin m'avaient dit, ce qu'on aimerait bien, c'est que pendant ce temps d'écriture, la traduction se fasse selon la même exigence et la même contrainte. Et ils se sont adressés à Marta Pulido, qui est une traductrice littéraire, qui est également professeure de traduction à l'université de Medellin. Et effectivement, on a travaillé pendant les 3 jours, les 8 heures, les 3 fois 8 heures, elle étant à côté de moi et ayant en temps réel le texte en train de s'écrire sous ses yeux, et elle faisait immédiatement la traduction. Donc ça, c'était une situation très étonnante, parce que moi, je pensais, quand on a commencé ça, je me disais, je disais à Martin, mais tu sais, commence un épisode après moi, c'est-à-dire tu auras un épisode complet, et puis tu vas travailler avec ce décalage d'un épisode complet. Et en fait, pas du tout. Elle a décidé à la minute. Ouais, d'être vraiment phrase à phrase. Ah. Donc ça, c'était assez étonnant comme situation, parce que elle-même n'avait strictement aucun recul sur le texte que j'étais en train d'écrire, parce qu'il se faisait. Et si tout à coup tu changes immédiate. Quelque chose au début du texte, tu tapes sur son épaule pour le dire quand même. Ah oui. Non, elle a l'écran sous les yeux, donc elle se débrouille. Ouais. Et par moment, alors c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, par moment, elle me disait, là, ce que tu viens d'écrire là, entre nous, moi, si j'étais toi, je connais un petit peu mieux Medellin que toi, si j'étais toi, je changerais de telle et telle façon. Et évidemment, je lui disais, d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Si en plus tu fais le travail à ma place, c'est encore mieux aussi. Et donc, à la fin des 3 jours, la série d'épisodes était achevée en français, mais elle était aussi achevée en espagnol, ce qui est une situation assez surprenante. Et d'ailleurs, le livre est paru en espagnol et est inédit en français. Bon, bref. En même temps. Sur la langue, alors, oui, moi je disais tout à l'heure que j'étais un abominable monolingue. C'est vrai, tu es un Français. Un Français de souche. Non, il y a des Français qui ont plusieurs langues. Comment ça se fait quand même que vous parlez si mal les langues étrangères? Est-ce que on peut quand même, on dit toujours c'est parce que vous n'avez pas de sous-titres? Peut-être. Non, c'est parce qu'on Vous connaissez même pas la voix d'Obama, parce que c'est un acteur qui parle. Il a une voix, Obama, mais vous ne la connaissez pas. Le français a eu une position dominante pendant trop longtemps. Les pays qui ont une langue parlée par beaucoup moins de gens ou qui n'ont pas une position dominante, on appelle ça parfois des petites langues, ce que je trouve d'une bêtise totale, parce qu'il n'y a pas de petites langues, toutes les langues sont égales, potentiellement toutes les langues sont égales. Mais souvent une langue... Mais vous avez perdu ça depuis 50 ans quand même. Comment ? Quasiment. Depuis 50 ans, c'est fini. Depuis... Enfin, au moins depuis Mitterrand. Oui, mais c'est aussi lent qu'une péniche, ce genre de phénomène. Ça va changer, mais ça va prendre un peu de temps, je pense. Voilà, mais tout ça pour dire que moi, non, j'admire beaucoup cette possibilité de pouvoir travailler dans les 2 langues, ce qui est ton cas, même si tu n'écris peut-être pas directement en français. Oui, normal. Enfin, ça dépend si je suis à pire. Enfin, parfois, j'écris tout de suite en français, mais là, si j'ai le temps, je préfère écrire en néerlandais d'abord. Ça reste... Ma langue, ça ne changerait jamais, même si j'aime beaucoup, je me sens bien à l'aise en français. On ne trahit jamais sa langue maternelle, sauf il y a très peu d'écrivains qui ont changé de langue. Il n'y a que Kundera, mais ça, il y a Conrad, puis Nabokov. Il y a quelques-uns quand même. Enfin, je crois peut-être si on va chercher ensemble, on en trouve 5, 6, 7. Beckett. Voilà. Et Ionesco, c'est exceptionnel. Mais Ionesco, oui, c'est exceptionnel plutôt. C'est relativement exceptionnel. Oui. Donc. Mais moi, ce qui m'attriste le plus, je vais te raconter une autre histoire de traduction. Un jour, j'ai lu des poèmes traduits en danois. Et des poèmes à toi? Oui. De toi. Et la traductrice que j'ai rencontrée, qui est charmante, qui est devenue une amie, me dit, la première chose qu'elle me dit, c'est « le danois est une langue affreuse ». Ah non. Alors là, j'étais... Ah non.
Il faut dire que le Danemark est un pays où l'anglais est en train de prendre quasiment la place de la langue nationale. Mais partout, Jacques, mais partout. Oui, mais sauf en France peut-être. Là, un point, oui, sauf en France, mais un point assez étonnant. Oh, mais je suis désolé, mais il faut qu'on change de. Ah, c'est dommage. J'ai encore des choses à dire, mais on passe. Ah oui, là, on est obligé. Ah, il est sérieux. Alors, de quoi devait-on parler dans la suite? Métier, travail. Métier. Ah oui, là, j'aimerais bien te lire un petit quelque chose. À moins que... Non, allez-y. J'aimerais bien te lire un petit quelque chose parce que pour moi, ça serait lié à la fois à ce qu'on a vu peut-être dans le bateau, dans la Manou, et puis aussi à nos métiers. Dans le début du roman dont je vous ai lu un morceau tout à l'heure, il y a quelques réflexions sur le travail que je voudrais lire. Le Poulpe est en train de discuter avec un de ses amis qui est restaurateur et qui fait du pied de cochon. Bon. C'est un très bon restaurateur. Il fait un pied de cochon tout à fait exceptionnel. Il habite Paris. Il a son restaurant à Paris. Le problème, c'est que le pied de cochon, il n'y en a plus parce qu'il y a une maladie qui a frappé le pied de cochon dans toute l'Europe. Ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié le nom de la maladie. Enfin, peu importe. C'est des conneries. Donc. Il y a un vétérinaire dans la salle? Oui, ça s'appelle la granule. C'est la maladie du pied de cochon, c'est la granule. Alors, il y a un petit dialogue sur le travail que je voudrais te lire et vous lire, puisque vous avez la gentillesse d'être là. Je travaille, moi, dit le Poulpe. Je suis sur une affaire difficile. Il faut que je me refasse le dynamisme avec du pied de cochon. Tu peux comprendre ça? J'arrive plus à réfléchir. Et son ami lui répond. Je travaille, moi. Et puis quoi? Tu nous fais chier avec ton travail. Tu n'y es pas, Poulpe, tu n'y es pas du tout. Moi, ce que je fais, c'est le métier, pas le travail. C'est le métier qui m'a fait ce que je suis, pas le travail. Hein? Tu comprendras jamais ça, la différence. Quand tu fais le métier, tu travailles pas, rien à voir. Tu t'amuses pas forcément, mais tu fais exactement ce que tu sais faire et bien faire. Même qu'exceptionnellement, le jour du miracle, tu inventes quelque chose d'inédit. C'est rare. C'est pas le travail, c'est pas le boulot, ça, mon vieux. Ça, c'est le métier. T'as jamais rien entravé aux nuances. Le métier, en fait, c'est la conquête du travail, la plus noble conquête de l'homme sur la servitude. Le métier coupe l'herbe sous le pied du travail. Le travail, c'est le stade infantile du métier. J'ai rien contre les stades infantiles, mais à condition de passer adulte, quoi. Tu comprends ça ou j'urine dans un instrument à cordes? La seule aristocratie qui mérite ses privilèges, c'est l'aristocratie du travail, c'est-à-dire le métier. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, cette affaire de métier? Tu n'es pas obligé d'en penser quelque chose, c'est pas ça. Hein. Mais toi, tu en penses quelque chose, ça c'est sûr. Mais le métier d'écrivain, c'est un travail? Jacques? Ah bah oui, c'est un travail, bien sûr. Pour moi, c'est un travail, sans aucun doute. Mais voilà, il y a les deux niveaux. Mm-hmm. Je pense qu'il faut arriver au métier, oui. C'est plus intéressant d'arriver au métier que de rester au stade du travail. Moi, ça m'a fait... La chose qui m'a le plus frappé quand on discutait avec le couple de mariniers qui nous ont accueillis l'autre jour, c'est que ce sont des gens qui n'ont envie que de parler métier. C'est-à-dire que la partie agréable de l'explication de ce qu'ils font, ça se pose en termes de métier. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que les gens, quand ils commencent à parler en termes de métier, ils en parlent avec énormément de bonheur. Oui, ça c'était clair. Et le problème, c'est que très vite, voilà, quand arrivent les difficultés,
c'est la question du travail qui est là. C'est-à-dire, voilà, il faut aller, par exemple, très concrètement, quand on faisait ce voyage-là, c'est un voyage Prouvy-Anvers qu'on fait en 2 jours. Eh bien, la manière dont le travail est en train d'évoluer, ces gens sont quasiment obligés, à terme, dans les années qui vont venir, de le faire en une journée. C'est-à-dire, voilà, il va falloir faire du rendement, il va falloir améliorer la vitesse, il faut pouvoir que les règlements nous permettent de naviguer la nuit, des choses comme ça. Et à ce moment-là, voilà, le métier en termes qualitatifs est forcément touché, forcément en recul, ça devient secondaire. Et quand ils nous parlaient de ça, ils sont brusquement dans un discours plutôt malheureux, qui n'est plus le discours du métier. C'est ça que je veux dire. Tu vois. Alors ça, je ne sais pas, peut-être on peut aussi le trouver, nous, par rapport au nôtre de métier, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis encore fatigué. Toi, tu dis que tu aspires à atteindre le métier. Ouais. Moi, qui peut être ton fils, qu'est-ce que je peux dire ? Mon fils n'exagère pas non plus. C'est vrai, j'aurais pu. Mais non, c'est vrai. Écoute, j'ai un fils qui a 3 ans, alors excuse-moi quand même. Mais... Oui, elle a une femme qui est plus jeune que moi. Petite différence. C'est un métier d'homme, ça. Oui. Tu as quel âge, là ? Mais oui, c'est... métier d'écrivain, c'est difficile à en parler, je trouve. Je cherche... Oui, mais c'est ça que j'aimerais bien que tu fasses, précisément. Oui, je cherche... Quel est ton métier ? J'ai quitté mon job que j'avais pour faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire. Job est un mot néerlandais. Et aussi anglais, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, job. Mais... Et là, je cherche un équilibre, parce que toi, tu as quitté ton job depuis très longtemps. Donc, tu as trouvé un équilibre. Jacques, c'est quelqu'un qui écrit à chaque moment. Donc, on est dans la péniche. Moi, je concentre un tout petit peu, parce qu'ils attendent que j'écris 2-3 textes sur ce voyage. Je me détends, mais je me concentre. Jacques, il prend son ordinateur et il termine une pièce de théâtre entre 2 repas. Mais pas du tout, qu'est-ce qu'il raconte ? Le matin, quand moi je dors, lui, il se lève pour faire son poème du jour. Il a une espèce d'hygiène, de discipline de travail qui est vraiment étonnante. Et moi, de toute façon, j'essaie de trouver un rythme au moins, et de faire ça très sérieusement, ce que je fais. Si ça, c'est un métier, je ne sais pas. Ce qui est intéressant de parler de l'Oulipo là-dedans, peut-être. Ce qui m'intéresse dans l'Oulipo, c'est que vous n'êtes pas arrogant, vous ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire, vous invitez d'autres gens dans votre tour d'ivoire, vous en descendez, vous inventez des formes et vous les distribuez. Donc, vous donnez des outils de métier à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, que la littérature, ce n'est pas quelque chose de divin qu'on invente le matin, mais c'est travailler chaque jour assidûment. Cette idée, ça me plaît beaucoup. Et ça m'a servi déjà un tout petit peu. Parfois, c'est pour moi, j'ai rencontré l'Oulipo il y a quelques années. Je ne suis pas particulièrement oulipophile, comme il y en a certains dans la salle, mais j'aime bien. Et ça peut. Récemment, j'étais à Chartres, par exemple. J'étais à Chartres pour le projet City Books. Je ne sais pas si vous connaissez le projet. C'est un projet européen et on met 5 écrivains, un vidéaste et un photographe, pas en même temps, 2 semaines dans une ville. Et ils doivent écrire un texte ou faire un reportage vidéo. Bon, j'étais là pendant 2 semaines et là, il s'est passé. Je suis arrivé à Chartres handicapé. C'était pas prévu, mais j'avais un petit handicap. Et je ne pouvais pas découvrir, faire la conquête de la ville comme je l'avais voulu. Donc j'étais triste. Et là, c'est l'Oulipo, c'est précisément Jacques Jouet, qui m'a aidé, qui m'a donné un outil pour le faire. Je ne sais pas, je peux peut-être... Mais là, on est loin du début de la discussion. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, peut-être. Voilà.
Donc on est à Chartres. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de mon service, dit le chauffeur de la navette avec un regard compatissant sur ma béquille et un peu de curiosité pour mon histoire. J'aurais dû être sur pied pour mon voyage, le chirurgien me l'avait assuré. Et puis, au dernier moment, il avait décidé de me laisser ce boulet de plâtre 2 semaines supplémentaires en m'expliquant que je n'aurais qu'à le faire enlever à Chartres à la fin de mon séjour. Que je ne devrais pas prendre peur devant mes muscles atrophiés, que certains patients sont tellement émotifs qu'ils tombent dans les pommes. Bref, que je me débrouillerai très bien. Et me voilà donc dans une navette, un des petits bus gratuits qui encerclent la vieille ville au plus près. Et pour l'instant, je traîne tellement la patte que je décide d'embrasser doucement Chartres en guise de prélude. Dans la navette, je suis bien. Le nombre de béquilles il est largement supérieur à la moyenne. L'âge des usagers aussi. Il ne manque que les plaques de jadis, places réservées aux mutilés de guerre. Et pourtant, des plaques liées à la guerre, il n'y a que ça ici. Le premier lieu qui me frappe s'appelle Esplanade de la Résistance. Un énorme poing brandit une épée brisée. À Jean Moulin, organisateur de la Résistance, héros et martyr, peut-on y lire. C'est le premier monument d'une longue série. Derrière pointe la résidence officielle de l'ancien préfet. Plus loin, j'aperçois aussi Charles de Gaulle de profil sur une plaque commémorative. Tout là-bas, un arc de triomphe morose pleure la mémoire des enfants d'Eure-et-Loir morts pour la patrie. Avant la fin de mon premier tour, 3 autres monuments de guerre viendront s'ajouter à ce décompte. Après l'esplanade de la Résistance et la gare, il me semble entrer dans une carte postale romantique. La cathédrale domine tout. La Beauce est plate, mais Chartres a été bâtie sur une colline. Le but ultime du voyage fait signe de très loin aux pèlerins. Tout au long de leur dernière journée de marche, Notre-Dame leur sourit comme une vierge impatiente. Une vierge couchée dans un champ de blé. Ils pressent le pas. La navette, elle, garde le rythme. Je reste assis et contemple. Avez-vous remarqué que, vu de derrière, les arcs-boutants de Notre-Dame de Paris ressemblent à des pattes, que ces tours couronnent sa longue épine dorsale comme une double tête et que c'est soudain un insecte géant qui envahit votre champ de vision. La gloire chartraine, elle, est une antilope, élégante mais robuste. Après s'être désaltérée dans l'heure, elle s'est étendue doucement et dresse sa tête crânement, prête à prendre ses pattes à son cou et à détaler. Ces 2 cornes sont différentes. Elles racontent des champs de bataille oubliés et déchirent les nuages en lambeaux. Comme un serpent de verre, la navette glisse le long de la faune de Chartres. La nef de l'église Saint-Pierre a visiblement été construite plus tard que la cathédrale. Ses arcs-boutants sont très fins, sont innombrables. Un scarabée à 1000 pattes. Le musée des sciences naturelles est lové comme un chat sauvage le long du chemin, le museau entre les pattes. La place des Éparts semble un corbeau mort renversé sur le dos. Comme un gibet postmoderne, le bec courbe, phosphorescent, grotesque pointe vers le ciel. L'urbaniste a-t-il su que c'est à cet endroit précis que la guillotine faisait tomber les têtes pendant la Révolution ? Non, pas tout le temps, on tourne, m'explique le chauffeur. Car nous sommes de nouveau au point de départ. C'est bien joli tout cela, mais ces petits cercles sans fin autour de Chartres, ça donne le tournis. La plupart du temps, je desserre des lignes dans l'agglomération, il y en a 18 dans le réseau. Il me montre un plan. Au milieu, la cathédrale. Tous les chemins mènent à Notre-Dame. Je descends un peu malhabile. Au revoir, klaxonne le chauffeur. Sur un banc, je couche sur le papier mon poème de navette, une forme poétique inspirée du poème de marche, une invention du poète français Jacques Jouet. Pendant une promenade silencieuse, composer un poème sans l'écrire. Apprendre par cœur chaque vers, l'un après l'autre. Arriver à destination, noter les vers. De préférence, être adjoint de la compagnie, passer son papier au voisin et réciter son poème frépondu. Face au trou de mémoire, votre compagnon sera votre filet de sécurité. Faute de pouvoir marcher, j'ai fait un poème de navette. Faute de partenaire,
Je le déclame devant le bec phosphorescent du corbeau mort de la place des Éparts. Grise, massive et pesante, la gare de Chartres, moloch de pierre, avec du verre à peine. La beauté vient de la droite. Mais d'abord, le facteur se hisse à bord. Donc à droite, derrière Pacha Kebab et Kebab Express. Bonjour, ça va? Ça va. Là où coule l'heure, la cathédrale pointe et la main du chauffeur saisit l'envers des maisons. Dommage qu'il n'y ait pas de neige, c'est si joli. Du béton le long de l'heure. Une cicatrice sur le rivage pour d'innombrables. Aux grands hommes, Chartres reconnaissant. Mon chou, c'est mon chou. Le facteur fait signe de la main à sa chérie. Une aveugle monte. La brunette pose un bisou sur son pare-brise. Un bâton blanc cliquette son chemin. Les portes se ferment vite. Je sors en boitant. Semble tomber, fait une pirouette. Crac, clac, crac, clac, ma canne. Je repars sur 3 jambes et 4 pieds. Pas de chute à ce poème. Et donc là, le reste du texte va être publié sur le net, éventuellement par la ville de Chartres, va être traduit en français, va être traduit en anglais. Donc c'est un joli projet européen. Et enfin, dans le reste du texte, j'ai écrit encore d'autres poèmes de Navette, un ou 2 poèmes de Béquille, et à la fin, un haïku de Plâtre. Et ça, c'est grâce à Jacques Jouvet. J'étais là avec mes plâtres, je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire. Donc ça, je trouve que c'est génial que l'Oulipo peut inspirer. Te faire sponsoriser par la sécurité sociale avec des poèmes comme ça. Oui. Alors, ce que peut-être certaines lectrices ne sont pas au courant que Bart van Loo a publié en Belgique, enfin plutôt en Hollande d'ailleurs. Enfin, en Flandre, enfin en Belgique, mais c'est que les Flamands qui lisent le néerlandais, et aux Pays-Bas, évidemment. Il a publié 4, si mes souvenirs sont bons. 5, mais c'est pas grave. Oui, 5. Oui. Moi, je les compte encore, toi, tu comptes plus. Hein. Peut-être essais, est-ce qu'on peut dire essais plutôt? Oui, c'est des essais personnels. C'est de la non-fiction littéraire, ça s'appelle chez nous. C'est un genre qu'on a inventé, je crois. La non-fiction littéraire, oui. Et qui s'intéresse beaucoup à la culture française. Oui. Puisqu'il y a un livre sur la littérature, oui. Sur la cuisine, oui. Sur l'érotisme. Et là, on résume la vie. Sur l'érotisme à la française, c'est ça? Et sur la chanson française? Oui, ça aussi. Et il y a un autre sur un grand écrivain. C'est un grand écrivain classique, disons, notre Balzac, même s'il est du début du XXe siècle, Willem Elschot. Et Willem Elschot, c'est un grand écrivain. Et c'était une commande. Ça aussi, j'ai appris. C'est une pratique assez fréquente en France, chez nous, beaucoup moins. Parce que nous, on a toujours encore l'idée que c'est toujours l'inspiration personnelle de l'écrivain, comme au XIXe siècle, qui crée, qui travaille à son propre œuvre. Tandis que ce qui est très intéressant, c'est les commandes. Comme à l'époque de Rubens. C'est Jacques, toi, c'est une partie importante de ton œuvre, je crois, les commandes. Très importante. Oui. Et alors là, je n'aurais jamais écrit ce livre. On avait fait des photos. Et le but, c'était très simple. Je devais écrire des commentaires à côté des photos. Je me suis dit très bien, mais je vais relire Elschot. Je relis Elschot et je trouvais que c'était tellement beau. Je dis, je vais faire plus que juste écrire des commentaires, je vais écrire une histoire. Alors j'ai donné la traduction d'Elschot à ma copine pour la faire découvrir. Et elle tombait bouche bée en grande admiration. Pas tellement de choix. Bon, mais... En grande admiration devant Elschot, et elle commençait à sortir des tas de choses. Imagine qu'elle ait dit, oh, Elschot. Ce serait fini, c'est vrai, elle n'avait pas le choix, mais... Et elle, qui est grande olipophile, elle a dit, mais ça c'est olypien, et ça c'est olypien, et ça c'est olypien. Et puis j'ai dit, je l'ai trouvé. Donc l'idée du texte, c'est comment séduire une Française avec l'œuvre de Willem Elschot. Donc j'ai pris ça comme début, et là-dedans, je fais beaucoup de... Je place Moi, j'avais compris que la séduction était déjà opérée bien avant le livre, mais alors, tu as le droit de continuer, mais évidemment, ça va t'enlever des minutes. Oui, non, mais bon, ouais. Au moins, peut-être, parce que ça tu peux... Enfin, si je trouve rapidement voilà. Là, ça peut être intéressant, peut-être. Si je trouve... Est-ce que j'ai...
Ça c'est mieux. Voilà. Ça, j'aimerais peut-être rapidement encore montrer. Normalement, on doit Voilà. se déplacer encore. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire, mais donc au début, je rencontre une Française, une Parisienne qui m'intéresse beaucoup pendant une lecture de l'Oulipo, et à la fin, pendant le livre, j'ai relié El Scott à l'Oulipo, à la fin, j'imagine une conférence, une lecture imaginaire que l'Oulipo consacre à Willem El Scott. Et donc là, j'ai, par exemple, pour Olivier Salon, qui est à Bruxelles pour le moment, j'ai inventé une conférence sous le titre « Frans Laermans, l'art des gens célèbres dont le nom a un même son ». J'ai envoyé ça à Olivier Salon, il a écrit le texte. Ce qui est génial, après le livre. Donc, ce que j'ai inventé, il y a eu une espèce de retour par un des Oulipiens. Et ça, pour Jacques Jouet, j'avais aussi trouvé quelque chose, l'Oubopo, ou l'ouvroir de boniment potentiel, parce que le boniment est très important chez El Scott, mais lui, il a préféré choisir autre chose, c'est-à-dire un poème que l'héroïne et moi, c'est notre domaine de l'aube, disons, c'est un poème très, 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 très connu. Voilà, je l'ai là, j'espère que vous le voyez, voilà, c'est le mariage, het huwelijk. Je vais le lire avec vous peut-être. Et là, Jacques, quand il a vu la traduction dans mon livre de ce poème en français, il a fait une réponse. Mais d'abord, je lis le poème. Donc, traduction faite avec l'héroïne de mon livre. Quand il discerna l'œuvre du temps et sa brume, qui dans l'œil de sa femme la flamme éteignait, qui flétrissait ses joues et son front fendillait, alors il se détourna, ogre d'amertume. Il trépigna, s'arracha la barbe à grands cris, du regard la toisa sans plus la désirer, il vit le vice sans devoir infernal muet, et son air de cheval mourant levé vers lui. Mais elle ne mourait pas, quoiqu'il suçât Satan, la moelle de ses os qui pourtant tenait bon. Sans plus oser un mot, ni plainte, ni question, elle tremblait, oui, mais le teint vif éclatant. Il pensait, je la tue, je brûle la maison, je lave mes pieds raidis, moisis, il le faut. Je traverse le feu et puis je fends les flots jusqu'à quelque autre lieu et une autre passion. Mais il ne la tuait pas, car du rêve à l'action, on se heurte à des lois, des objections pratiques, puis à cette langueur que personne n'explique et qui au coucher de chacun prend possession. Ainsi passa la vie. Les enfants grandissant virent en celui-là qu'ils appelaient leur père, pétrifié, près du feu, ne sachant que se taire, la désolation même, un homme terrifiant. Eh ben. Ça, c'est un de nos poèmes phares de la littérature néerlandaise, enfin flamande, je peux dire. Et alors, Jacques, il m'a fait une réponse. À supposer qu'on me demande ici, cher Willem El Scott, de réagir à votre poème fameux, paraît-il, intitulé Le mariage, Het huwelijk, je ne pourrais faire moins, me semble-t-il, que vous féliciter pour votre exploit quasi baudelairien. Je n'ai cessé de penser en le lisant et le relisant au galant tireur des petits poèmes en prose. Bel exemple en effet de méchanceté relationnelle sans frein ni vergogne, qui, si je ne la recherche pas dans la vie quotidienne et concrète, et s'il serait bon ici et là de ne la sortir que peu, comme dit Mallarmé de la cadence nationale, ne me semble pas devoir être interdite au poème, voire au pamphlet, donc à celui-ci de poème dans lequel je ne parviens pas à voir autre chose que le regard d'un enfant, ou plutôt de celui célibataire qui se souvient d'avoir été un enfant sur le couple parental, l'hypothèse d'une Madame El Scott en situation de lyre sévère ne pouvant qu'être par trop glauque. Et dans la foulée, je me demanderai à moi-même si les félicitations que je ne vous ménageais pas en commençant ne pourraient pas à bon droit être confirmées par un autre geste, peut-être pervers, qui consisterait le plus traditionnellement du monde à vous demander une bonne fois en mariage, à supposer que je sois libre, à supposer encore qu'on puisse à vous aussi demander quelque chose.
Je ne m'adressais pas à toi, hein, Bart, mais à Else Scott, Oui, hein, que ce soit bien clair. Ouais. Alors, les clés. Ah oui. Normalement, Bart, nous avions convenu que tu devais te déplacer à ce moment-là et te rapprocher de moi. Oui, il faut dire qu'on était parti en bateau sur la péniche. Tout à coup, je reçois un coup de fil de ma petite copine qui me dit il faut savoir que le soir même, je devais arriver à Anvers pour faire une conférence à Ostende. Bon, elle me dit t'as oublié tes clés. Donc, je peux ni utiliser ma voiture, ni arriver, rentrer chez moi, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Tu l'as raconté, je pense. Ah non, mais sur le bateau, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, les clés sont arrivées. Ah, voilà. Les clés sont arrivées et là, m'est revenu... Personne n'y croyait. C'est impressionnant, on ne croyait pas, parce qu'elle n'a pas de GPS ni de GSM, ce qui n'est plus de notre siècle. Donc le batelier, il a dit, elle n'arriverait jamais à l'écluse, c'est impossible. Et puis elle arrivait, voilà, avec mes clés. Et ça m'a rappelé une histoire. Se dire que c'est pas toujours facile de trouver une écluse quand on est en voiture. Parce que les routes ne suivent pas forcément le fleuve. Par contre, en bateau, on les trouve facilement, l'écluse. Oui, en bateau, on est un peu obligé. Oui. Et bon, ça me rappelle une histoire. Donc, la première fois que j'ai vu Jacques, c'était au Mont Noir. J'étais là pour terminer mon livre sur l'érotisme surtout français, la littérature française érotique. Et après 2 mois, je rentre chez moi avec 2 grandes valises pleines de livres pornographiques. C'était pour le job. Quelqu'un devait faire le métier, donc je l'ai fait. Et je rentre chez moi avec les 2 valises. J'arrive Ballarstraat 105 à Anvers. J'ouvre ma porte et non, je n'ouvre pas ma porte parce que j'ai oublié mes clés. Encore. Alors là, je vois les clés au Mont Noir. Je dis Godverdomme nom de Dieu. C'est ce que je me disais. Ça fait du bien en néerlandais, toujours de jurer correctement. Et alors, j'avais 2 options. Ou bien appeler mes parents, mais j'ai presque 40 ans, donc non, je ne le fais pas. 2, passer la nuit au café avec mes coffres. Avec mes valises pornographiques, je n'avais pas envie. Mais il y avait, tout près de chez moi, 500 mètres, un hôtel un peu bizarre, un peu louche. Et chaque fois que j'y passais en vélo, je me disais, mais c'est quoi exactement cet hôtel? J'ai dit, bon, voilà, j'ai la bonne excuse pour savoir ce que c'est. Cela fait des années que cet établissement m'intrigue. Je prends une chambre, on me demande de régler tout de suite. 69 €, m'annonce la réceptionniste. Elle m'aide à monter mes bagages dans ma chambre. Elle me demande si je compte rester longtemps à Anvers. Je réponds que j'y pense sérieusement. À ma question sur l'heure du petit déjeuner, elle rit, désarmante. On ne sert pas de petit déjeuner ici. On sonne en bas, je ne saurais jamais ce qu'elle voulait ajouter. Je m'assois sur le lit et me déshabille. Au mur, des gravures érotiques. La photo d'une femme nue. Et des miroirs. Des miroirs au plafond aussi. J'éteins la lumière et essaie de trouver le sommeil. Sans succès. Je rallume manifestement en pressant le mauvais interrupteur. Lumière noire. Pour tuer le temps, j'extirpe de mes bagages quelques ouvrages érotiques. En un instant, le lit est couvert de livres dont les pages scintillent dans la lumière ultraviolette. Je papillonne d'un ouvrage sensuel à l'autre, lisant ici un paragraphe piquant, là un savoureux vers. Je sens peu à peu le sang accélérer dans mes artères. Quand je lève les yeux et délaisse ma lecture des 11 000 verges d'Apollinaire, je vois dans le grand miroir en face de moi ce que je sentais monter depuis un moment. À cet instant précis, de la chambre au-dessus de moi s'élèvent des soupirs et des gémissements et le bruit de corps qui se cherche sur le mauvais matelas. Elle ouvrit ses jambes comme un livre, chuchote Apollinaire dans mes mains. Alors qu'un sourire pointe sur mon visage, j'abandonne Apollinaire pour Pierre-Louis et son manuel de civilité pour les petites filles. Ne dites pas « les romans honnêtes m'emmerdent », dites « je voudrais quelque chose d'intéressant à lire ». La silhouette du musée des Beaux-Arts se découpe derrière les rideaux. Je songe que là-bas,
presque exactement, à la hauteur où je me trouve, est accroché le tableau de Jean Fouquet, Vierge à l'enfant avec des séraphins et des chérubins, et que cette sainte Vierge du XVe siècle baisse pieusement les yeux, tandis qu'enveloppée de bleu, blanc, rouge, elle dévoile une poitrine impressionnante. Mes pensées s'affolent. Ne dites pas « j'ai envie de baiser », dites « je suis nerveux ». J'essaie de me concentrer sur Louise. Est-ce pornographique ou érotique ? On a depuis toujours apposé le label pornographique de porné, prostituée en grec, sur toutes les formes d'art centrées sur du sexe sans amour. Aujourd'hui, le porno a la réputation d'exciter les désirs sexuels des gens sans détour ni subtilité. Un grondement animal, puis un cri aigu. Les occupants de la chambre du déçu s'activent aussi. La dame crie quelque chose d'incohérent, comme si quelque chose ne lui plaisait pas. Je tends l'oreille. Le message est clair, l'emballage peu édifiant. Ne dites pas « sa pine est trop grosse pour ma bouche ». Dites « je me sens bien petite quand je cause avec lui ». L'érotisme, lui, prendrait en compte l'ensemble des phénomènes et des sentiments qui vont de pair avec l'amour charnel. La distinction n'est pas nette. On entend souvent que l'érotisme est dans la suggestion, alors que la pornographie montre la réalité crue. Mais les romans sensuels comportent souvent les deux facettes. Chacun placera la frontière entre érotisme et pornographie à un endroit différent. La pornographie ne serait-elle pas l'érotisme des autres ? J'entends la porte au-dessus qui s'ouvre et se referme. Des pas rapides sur le parquet, un remous, un baiser. Les autres chambres le prennent comme un signal pour repartir de plus belle. Le rut résonne à travers les parois minces. Ce n'est plus une passion cachée dans les couloirs de cet hôtel de rendez-vous, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Tandis que les vers de la Phèdre de Racine jaillissent en moi, sous moi, on atteint une apothéose. Peu après, c'est au tour du couple de la chambre d'à côté, avec encore un peu plus d'enthousiasme. Au-dessus de ma tête, c'est le sprint final. La décharge est impressionnante. Ne dites pas « je viens de jouir comme une folle », dites « je me sens un peu fatigué ». Le silence revient. Soudain, à ma grande surprise, retentit partout, identique, le même gémissement. Intuitivement, j'allume la télévision et tombe sur le même film porno que mes voisins. Les images très explicites se reflètent dans les miroirs de ma chambre. La volupté soulève aussi les draps de mon lit. Dites, je ne m'ennuie jamais tout seul. Tout à coup, je me rends compte qu'en m'entêtant à lire toutes ces années, j'ai été un anachronisme vivant. Le livre n'est plus le support des plaisirs sensuels. L'hôtel du commerce ne ment pas. Tout à l'heure, je cherchais encore un peu de sensualité sur du papier imprimé, alors que mes contemporains se tournent sans hésiter vers des images étourdissantes pour relancer leur désir. Il fait jour quand j'ouvre un œil. J'ai peu dormi et mes yeux pèsent. La première image que je perçois est celle que me renvoie le miroir au plafond. Moi, à moitié nu. Les draps dispersés ça et là. Entre mes jambes, Rabelais. À ma gauche, Apollinaire, de l'autre côté, Louis. Le dos de Diderot plus ou moins caché par les oreillers. Ronsard et Nin l'un sur l'autre au pied du lit. Sade est tombé du lit. Je me lève et me brosse les dents. C'est d'un geste précis et presque tendre que je range tous les auteurs dans ma valise avant de les descendre en sifflant, et je sors dans la rue avec un large sourire. Ça n'a pas été qu'une partie de plaisir, mais mon livre est terminé, j'en suis sûr maintenant. Voilà, on a l'explication pour laquelle Barthes adore à ce point perdre ses clés et les oublier. Parce que ça lui... Voilà, c'est un conseil, oubliez vos clés. Alors, mon cher Barthes, je vais te confier ça. Oui. Parce que je voudrais lire un poème, mais comme le poème est très long, il va falloir qu'à 28, tu m'interrompes. Alors, tu m'interrompras là où j'en serai. Hein. D'accord. C'est droit devant la plupart du temps la perspective. Sur l'Escaut, mais tout autre canal, comment se perdre ?
En face, on est assis aussi, mais plus immobile. C'est l'écluse, les boutons d'ouverture des portes. Sur l'escaume et tout autre canal, comment se perdre? Sauf brouillard ou sauf à se perdre intérieurement. C'est l'écluse, les boutons d'ouverture des portes demandent une pression du doigt et du regard. Sauf brouillard ou sauf à se perdre intérieurement, mais justement pas, les mariniers sont sédentaires. Demandent une pression du doigt et du regard, l'oreille aussi active avec tous les téléphones. Mais justement pas, les mariniers sont sédentaires, tout en se déplaçant, c'est assez paradoxal. L'oreille aussi active avec tous les téléphones, le montant qui s'annonce et les avalant pas moins. Tout en se déplaçant, c'est assez paradoxal. La maison est du bateau, bouge en stabilité. Le montant qui s'annonce et les avalant pas moins. Les premiers seront les premiers, derniers mécontents. La maison est du bateau, bouge en stabilité. L'appartement chaud muché sous la timonerie. Les premiers seront les premiers, derniers mécontents. On se regarde en chien de faïence ou bienveillance. L'appartement chaud muché sous la timonerie, avec la soupe et le café, les photos au mur. On se regarde en chien de faïence ou bienveillance, selon les jours, l'humeur et l'économie du temps. Avec la soupe et le café, les photos au mur, qui sont principalement des photos de bateaux. Selon les jours, l'humeur et l'économie du temps, l'éclusier s'ennuie ou ne voit pas passer les heures. Qui sont principalement des photos de bateaux, des photos du bateau d'active à moins qu'un ancien. L'éclusier s'ennuie ou ne voit pas passer les heures. Il répond au bateau qui s'annonce « C'est pour vous ». Des photos du bateau d'active à moins qu'un ancien, Fraissinet eût été sujet de carte postale. Il répond au montant qui s'annonce « C'est pour vous, la bassinée prochaine ». Et là, il fait un heureux. Fraissinet eût été sujet de carte postale, ou d'un Maigret, le charretier de la Providence. La bassinée prochaine, et là, il fait un heureux. Avant vous, 2 avalants, là, il donne un grincheux. Ou d'un Maigret, le charretier de la Providence, depuis le banc de quart, l'invention du paysage. Avant vous, 2 avalants, là, ça donne un grincheux. Rarement, mais ça peut arriver, un bagarreur. Depuis le banc de quart, l'invention du paysage est la bonne action permanente des bateliers. Rarement, mais ça peut arriver, un bagarreur, puisque les éclusiers ont du temps à prodiguer. C'est la bonne action permanente d'un batelier que d'être une alternative à 40 camions, puisque les éclusiers ont du temps à prodiguer. Faire bien son métier signifiera être juste. Que d'être une alternative à 40 camions en remplissant la barge de ferraille ou gravier. Faire bien son métier signifiera être juste. Peser le temps des autres est chose délicate. En remplissant la barge de ferraille ou gravier, de conteneurs superposés rationnellement. Peser le temps des autres est chose délicate. On ne pourra pas faire que ce soit anodin. De conteneurs superposés rationnellement et gorgés de biens dont nul ne voit forme et couleur. On ne pourra pas faire que ce soit anodin, sauf si l'avenir automatise les écluses. Et gorgé de biens dont nul ne voit forme et couleur, le bateau est si lent qu'un canal s'est étendu, sauf si l'avenir automatise les écluses, sachant qu'on ne peut rien contre la géographie. Le bateau est si lent qu'un canal s'est étendu, sous lui, parfaitement dépendu, utile au monde, sachant qu'on ne peut rien contre la géographie et contre les courbes de niveau même invisibles. Sous lui, parfaitement dépendu, utile au monde, à qui porte des rêves modestes de voyage. Et contre les courbes de niveau même invisibles, l'ingénieur a depuis belle lurette inventé, à qui porte des rêves modestes de voyage, pour les 2 époux qui travaillent au coude à coude. L'ingénieur a depuis belle lurette inventé l'ascenseur à bateau, le plan incliné, l'écluse, pour les 2 époux qui travaillent au coude à coude. À suivre. Ah ben tu es là. Ah, voilà, Jacques. Eh bien, nous avons fini. Notre joute. Si vous voulez nous poser 1 ou 2 questions, ou 3, je crois que c'est possible. Parce qu'il y a même un micro qui est baladeur, d'après ce qu'on nous a dit. Vous pourriez nous mettre un petit peu de lumière sur le public ?
Merci. Bonjour, est-ce que vous pourriez expliciter ce qu'est le roman noir? Parce que je ne connais pas. Le roman noir, c'est une... si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, mais si j'ai bien compris, c'est pour s'opposer au terme roman policier. Notamment Jean-Bernard Pouy, cet ami qui a créé le Poulpe. Lui, il veut faire des romans qui sont des romans... des romans d'actualité avec crime, souvent. Mais, dit-il, il ne faut pas qu'il y ait de flics, il ne faut pas qu'il y ait de policiers. Donc ce ne sera pas du roman policier. Du coup, l'appellation roman policier, il cherche à l'éviter. Voilà. Donc il dit roman noir parce que c'est plutôt la réalité, la situation sociale qui est décrite en général n'est pas très rose, mais en plus le roman noir a tendance à en rajouter un petit peu, en rajoutant un peu de goudron là-dedans. Donc il y a une certaine... je ne vais pas dire complaisance, sinon Jean-Bernard va me rentrer dans les plumes à la prochaine occasion. Mais enfin, il y a une certaine installation dans le son, dans le noir, dans le drame, dans les choses les plus affreuses possibles que l'on puisse raconter. Bon, d'ailleurs, la réalité, en général, nous donne largement de quoi faire. Mais enfin, il y a quand même peut-être une concentration du noir dans le roman noir, voilà, qui, chez les auteurs de romans noirs, qui a une certaine ambition de parler du réel. Je ne sais pas si ça vous... Oui, merci. Oui. Est-ce que c'est difficile d'être francophone en Flandre aujourd'hui? Bah oui, on vient me filmer parce que je suis un carrare. Non. C'est vrai que le climat chez nous, je m'oppose complètement. C'est que, pour donner un exemple, si quelqu'un distribue des dépliants en français dans certaines communes flamandes, néerlandophones autour de Bruxelles, bah c'est la guerre. C'est un item au journal télévisé. Il y a toujours des gens qui font une espèce de lutte, je trouve, complètement inutile. Par contre, de l'autre côté, le fait que mes livres rencontrent un certain succès, ça veut dire que il y a quand même un grand amour de la culture française chez nous. Donc, mais cette partie-là, ou ce parti-là, ces gens-là, on les entend moins. On entend les gens qui gueulent. Et... c'est très triste. Et c'est un combat inutile, parce que ce qui est, d'après moi, beaucoup plus important, c'est l'invasion de l'anglais, dear friend. C'est que chez nous, on s'est battu pendant 100 ans contre le français. La première université néerlandophone en Flandre, c'est 1930. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mon grand-père, s'il avait voulu, il était paysan. Enfin, il n'aurait pas pu faire la fac en néerlandais. C'était impossible. C'est horrible. Donc c'est vrai qu'il y a un combat historique qui est très intéressant, qui est important. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important maintenant, c'est l'anglais. On s'est battu contre, on a éradiqué le français, et on en a marre. Mais de l'autre côté, on ouvre les fenêtres. On met les fenêtres grandes ouvertes et on fait entrer l'anglais comme si de rien n'était. Et à la fac, maintenant, on est en train d'arranger, de faire en sorte que bientôt, les cours à la fac sont pour 30% en anglais. Tandis que quand il y a des dépliants en français, dans certains villages, ça, je ne comprends pas. Mais pour le reste, c'est pas très difficile d'être francophile en Flandre. Mais dans le domaine politique, c'est fatigant, très fatigant.
Votre rencontre sur le bateau, elle s'est faite dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'ESCO en devenir. Et on regarde un peu ce que l'arrivée du canal Seine-Nord va provoquer autour de l'ESCO sur la partie française et la partie Hainaut, sur la vie des gens, sur leur métier, sur leur travail. Qu'est-ce que ça va provoquer côté Anvers? Du canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord-Europe, c'est un peu l'objectif du projet. Donc. Qui va relier en fait la Seine à l'Escaut. Bon, non, si ma question est hors propos, Là, c'est... honnêtement, je ne suis pas spécialiste des chemins fluviaux en Belgique. Je ne pourrais vraiment pas vous donner une... Peut-être que Jacques, qui s'est spécialisé dans la matière, ce que ça peut donner, je ne suis pas bien placé pour... Je suis désolé. Bah, il y a beaucoup, je ne sais pas, oui. Moi, je ne suis pas spécialiste non plus, mais chaque fois qu'on rencontre des mariniers, évidemment, on en parle très vite, tout de suite. Alors... on en parle du point de vue de ce que je disais tout à l'heure sur travail et métier. Il y a visiblement une assez grande inquiétude parce que les conditions du travail vont être de plus en plus concurrentielles. Très vraisemblablement, les mariniers néerlandais et les flamands également sont beaucoup mieux préparés à cette éventualité que les mariniers français. Ça paraît assez évident. Et donc, il y a une... Pourquoi ça te paraît assez évident? Mais parce que la profession en France est beaucoup plus fragile qu'elle ne l'est visiblement. C'est vrai, ça j'ai appris. Apparemment, nous, c'est beaucoup plus moderne. Les conditions sont meilleures, les écluses sont meilleures. Bien sûr, oui. Oui. C'est-à-dire que le développement du fluvial s'est fait de façon beaucoup plus importante aux Pays-Bas et en Belgique. Oui, ça c'est très clair, je pense. Toi, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Et honnêtement, je ne savais pas. Mais... Donc brusquement, en France, on risque d'avoir un outil ultra moderne et très très ambitieux, mais avec dans plein de domaines une imprévision totale des conséquences et même des conséquences très concrètes sur le métier. Bon, il y a plein de domaines où c'est encore une espèce de grand point d'interrogation avec ce grand projet qui peut arriver, mais voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner sur le métier lui-même. Il y a une énorme inquiétude visiblement de la concurrence de la part des mariniers français envers les mariniers néerlandais ou belges, qui sont apparemment beaucoup mieux préparés. Oui. Avec une inquiétude énorme sur le côté concurrentiel. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire ce voyage en un jour au lieu de 2 jours, c'est une chose qui pend au nez des mariniers. Et ils se demandent comment ils pourraient résister à ce courant-là. Enfin, c'est très compliqué. Une question que je voudrais poser à Bart van Loo. Je connais William L. Scott à travers d'une de ses œuvres qui est Casse. Et vous l'avez lu en néerlandais? Je l'ai lu en néerlandais, oui. Oui, mais la question que je voulais poser, c'est qu'il est indiqué dans le dépliant ici, tributaire de Balzac, Zola, Sade. Et là, je voudrais un peu plus d'explications. Par exemple, un exemple, ce qui est sûr, c'est qu'il a lu beaucoup Balzac et Zola. Il a habité dans le quartier des Ternes. Et quand vous avez lu La Villa des Roses, c'est calqué sur... Je n'ai pas tout lu... c'est calqué sur la maison Vauquer ou Vauquer, qu'est-ce qu'on dit Vauquer, du père Goriot. Donc comme ça, j'ai essayé de retrouver des liens où on voit que tout ce qu'il a écrit est nourri, pas de littérature anglaise, mais de littérature française. Et donc, ça, c'est ça pour Balzac. Son écriture n'est pas balzacien, mais son regard l'est bien. Et là, vraiment, il a copié. C'est son premier roman, donc il s'est quasiment copié la même atmosphère de la maison Vauquer du père Goriot. Ça saute aux yeux, quand même. Et Sade? Merci. Ah oui, Sade, c'était exactement dans... C'est qu'il y a cette phrase dans L'âme de Ben, l'embrouille,
où souvent il dit, mais là je dois, c'est loin. Ah oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui écrit des prospectus, ça se dit, des dépliants de publicité. Et il écrit donc, par exemple, toi tu es marchand de... Toi tu pourrais marchand être de quoi? De bois. Marchand de bois, oui. Voilà, de bois, voilà. Et alors moi, je te vends 100 000 fascicules qui vantent ton bois. Alors j'écris, et il écrit toujours, de tous les bois qui existent, le bois le meilleur, c'est le bois de Jacques. Il y a une phrase qui revient tout le temps. Alors là, j'ai oublié quelle histoire de Sade. Là, je devrais prendre mon livre, parce que ça date depuis déjà quelques années, où il reprend exactement cette même tournure de Sade. C'est Sade qui a cette même tournure, et il reprend ça même dans d'autres articles qu'il a écrits lui-même. Enfin, c'est des petites trouvailles que j'ai trouvées. Ça, c'est vraiment du mauvais français, de petites trouvailles que j'ai trouvées, mais bon, peu importe. Et j'aime bien ça. On ne saute pas de joie, mais c'est quand même un petit bonheur de trouver ce genre ce petit trouvaille, c'est bien. Merci. Et là, on voit qu'il a très bien lu. Bah, oui. Oui, bonjour. Est-ce que du coup, lors de votre voyage, vous avez ressenti une forme d'évolution dans les paysages entre Prouviers et Anvers, peut-être avant d'arriver à Anvers, puisque j'imagine qu'Anvers en soi c'est complètement autre chose. Et est-ce que peut-être à travers des points spécifiques du paysage, est-ce que ça a nourri aussi votre regard poétique et littéraire? Enfin, voilà. Moi, je trouve, ce qui est plus beau, c'était quasiment le début, je trouvais, entre donc Valenciennes et Antoine. Il y a un parc départemental ou régional ou naturel. C'est naturel, voilà. Ah voilà, bon, je savais pas, mais ça en avait l'air, donc c'était un petit pari, mais apparemment oui, c'était très beau. Ça c'était idyllique, c'était magnifique. Et évidemment, à partir de Gand, on n'a plus suivi l'Escaut à proprement parler. On a pris le canal Gand-Turneuse et puis l'Escaut occidental, ce qui est l'Escaut, mais alors là, c'est très industriel. Et j'ai vu Jacques s'enflammer parce qu'il aime beaucoup l'ancienne industrie. Mais l'évolution, ça s'agrandit. Hein, très nettement, l'Escaut s'agrandit. Donc on est de plus en plus large. Et en plus, on arrive à l'estuaire là-haut, où c'est encore beaucoup plus large, puisque les bateaux viennent du large, et à ce moment-là, ils sont gigantesques. Donc il y a une espèce de... Là, on part de... Oui, une petite province assez naturelle, assez serrée. Et on monte à Anvers. On va vers la grande industrie. Très nettement, oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'aussi dans la partie francophone, de la Belgique qu'on a traversée, on voit beaucoup de vestiges d'ancienne industrie qu'on ne voit plus au nord. Ça, c'est triste, on voit que c'est des ruines, c'est de la gloire qui n'existe plus, mais c'est très beau à voir. Il y a quand même pas mal d'activités encore, mais c'est vrai que c'est plus vétuste en tout cas. Même les fours à chaud qu'on a vus. Ah oui, les fours à chaud, ça c'est de l'histoire déjà. Mais... Oui. Oui, il y a des très, très beaux endroits du côté d'Antoine autour des fours à chaud, ça c'est magnifique, quand on le voit notamment quand on le voit du fleuve. Mais de toute façon, c'est très... Et ça a été rasé en Flandre. C'est assez extraordinaire de voir le paysage par le fleuve, parce que notamment ne serait-ce que la traversée de Tournai, c'est très étrange, parce que l'Escaut est quand même assez étroit, et moi j'ai vraiment le sentiment d'une rue. Enfin, c'est la grande rue de la ville, et ça c'est très, très curieux. Et les ponts sont vraiment très étroits, et surtout le pont du Trou, c'est... Des Trous, pardon. Pont du Trou, qu'est-ce que j'ai dit? Enfin bon, pardonnez-moi, c'est le traumatisme national. Ça vient de loin. Mais là, on a vraiment, je crois, de chaque côté, on a 10 cm. Donc, oui, plus les bateaux s'allongent et s'élargissent, bien sûr, et plus l'Escaut est un peu étroit à certains endroits. Oui, bien sûr. Oui. Même ici, oui.
oui. Oui, c'est un problème. Mais comment résoudre le problème du pont des Trous, Jacques? Non, il est résolu dans ce roman noir, Oui. très élégamment, et très sympa. Voilà, je sais pas, on va peut-être s'arrêter là, Et boire un coup ensemble. boire un verre. In ieder geval bedankt dat u er was. Het was fantastisch om eens voor een Franstalig publiek gewoon in het Frans te kunnen spreken. Jacques Jouet, dank u wel voor deze uitnodiging. En fijn dat u er was. Qu'est-ce qu'il raconte? Merci, Charlie.